Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Je cite que les choses soient claires, je serai candidat à un second mandat. Si mon parti m'investit, pour l'instant, la priorité reste le combat pour la reconnaissance de ma victoire au scrutin du 18 octobre 2020, la libération et l'arrêt des poursuites contre mes partisans et alliés. Les propos tenus sur la chaîne française sonnent comme une démission de la part de Cellou Dalein Diallo. Selon certains analystes, que dit son parti? Vous avez certainement écouté Joachim Baba Milimono dans la première partie de cette émission et bien entendu, nous allons continuer le débat. Mais avant, vous le savez, vos réactions comptent dans cette émission qui est interactive. Nous allons donc essayer de les relayer pour savoir ce que vous pensez également de ce numéro de l'actualité que nous avons débattu dans la première partie de cette émission. Vladimir Poutine, donc, qui se bat du côté de la régie pour nous envoyer les tweets. Nous allons partir donc avec ce premier tweet. Saïkou Oumar Bolé qui nous écrit: bonjour les GG, cette plateforme est une arnaque, un calvaire pour les bacheliers et pendant ce temps, il y a des milliers de jeunes Guinéens capables de créer des plateformes. Les sociétés téléphoniques se frottent les mains. Tout le monde avance et la Guinée recule. Dommage. #espace GG. Bonjour les grandes gueules. Pour pouvoir s'orienter sur la plateforme Goupol est devenu un casse-tête. Il veut dire depuis le début des orientations, tu accèdes à la plateforme, tu t'es inscrit, ensuite tu paies les frais d'orientation et on te sort accès impossible ou problème de connexion. #espace GG. Tierno Amadou Kondé donc qui nous écrit également sur Twitter: bonjour les GG, moi il m'a fallu payer 2 fois les frais d'orientation même si le VPN c'est tout à fait un problème. C'est hier à 3h45 que je suis parvenu à achever l'inscription et mes choix, les numéros là ne passent pas. #espace GG. Nous partons avec Salifou Kamara. Bonjour, vraiment le service Goupol ne fonctionne pas comme ça se doit. Et le délai c'est 10 jours depuis le 30 novembre alors que certains n'ont même pas créé leur compte et il n'y a pas d'accès au niveau des choix. Vraiment, il faut qu'ils revoient cela car il ne reste que 6 jours. Nous partons avec Barry Oumar. Bonjour Madame Hiro et bonjour à tous. Dans notre pays, tout est difficile à avoir, étudier jusqu'à avoir le bac. On rencontre de sérieux problèmes à avoir le bac. C'est autre chose et l'orientation avec l'inscription en est une autre. C'est triste. #espace GG. Nous partons avec Cissé Bakongo qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. Aujourd'hui, la préoccupation majeure de l'ANAD, c'est la libération de ses membres qui sont détenus depuis un moment. Remarquez bien, tous les discours tenus récemment par le président de l'UFDG ont changé. C'est l'opposition qui cherche à dialoguer maintenant, pas le pouvoir. Nous partons également avec Mamoudou Dia au Guinée. Bonjour les GG. L'autorité ne doit pas prendre une décision hâtive pour l'orientation des bacheliers, surtout avec cette connexion Internet non fiable, sinon c'est l'injustice. Sinon c'est injuste, il veut dire elles doivent donc revoir leur programme. Nous partons avec Monsieur Simili qui nous écrit également sur Twitter: l'échec de la plateforme Goupol à enregistrer nos bacheliers est à l'image de la Guinée, un pays incapable d'assurer le minimum pour une jeunesse désœuvrée. Nous partons également avec Idrissa Mané 224. Bonjour madame, ce site est médiocre ou seulement il bloque l'orientation des enfants. Les gens souffrent à l'intérieur du pays où la connexion est faible, même à Serotouréa. Et à l'intérieur du pays, les numéros qui sont là sont inaccessibles. Le site est fake. Bon, c'est son avis. Hein. Il pense que ce site est fake. Nous partons avec quelques derniers messages sur Twitter. Bon, voilà. Je pense qu'on va partir sur le 657 39 13 13. Également, beaucoup de réactions. On nous parle... salut les GG, je m'appelle Mohamed Fofana. Depuis 1000 ans, la Guinée est bien commun à tous. Donc, les médias ont encore plus de rôle à jouer que les autres. Cherchez toujours à renseigner les Guinéens.
Vous êtes aussi l'espoir de toute la Guinée. Ne l'oubliez surtout pas. Bonne journée. Salut les GG, je m'appelle Mohamed Fofana depuis Milan. C'est le même message que nous venons de lire tout à l'heure. On va partir avec ces autres messages sur le 657 39 13 13. Bonjour Lamine, ma soeur Aminata Diaby a été tuée. Je pense que ça c'est des messages d'hier. Bonjour les GG, Lamine, aucune ville morte ne sera respectée. Ça c'est des messages d'hier. Peut-être que les gens sont en train de regarder l'émission d'hier à la télévision. On va donc continuer avec... bonjour les GG, c'est Intime Diaby, l'enfant de Kourou. Madame Hiro, pourquoi l'État a, en collaboration avec Orange et MTN, de créer une application facile comme Orange Money, MTN Money, sans Internet pour l'orientation des bacheliers? Soyons sérieux dans ce pays. Bonjour les GG, c'est Intime Diaby, c'est le même message qui revient. Il envoie le message à plusieurs reprises. Nous partons avec cet autre message. Bonjour les GG, c'est Kankan, Mikalilou. Nos problèmes, c'est le manque de communication. L'État doit communiquer. En communiquant, c'est la fin qui justifie votre dépense. C'est Loudalin a tout gâté à la fin. Bon vendredi à tous. Nous partons donc avec d'autres internautes, d'autres SMS plutôt. Arrêtez d'appeler en même temps, sinon c'est compliqué. Bonjour Adafo, c'est Fatoumata Chérif Aïdara de Kindia. Ce que M. Zakaria a dit, il s'est trompé peut-être, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout un problème de VPN ou de connexion, parce que moi, j'ai déjà envoyé tous mes renseignements avant-hier à mon frère. Il le dit, qu'il a envoyé tous à son frère du Burkina. C'est toujours le même problème. Il n'arrive pas à voir les branches techniques, seulement des filières de droit politique, de lettres, etc. Et je veux qu'on lui demande à propos de ces paiements. Certains bacheliers ont payé le tarif, mais ça sort toujours non payé. Partons donc avec un dernier pour continuer cette émission. Bonjour Madame Hiro et à toute l'équipe. C'est Baldé depuis la Côte d'Ivoire. Vive l'UFDG, on vous souhaite bonne chance pour le combat. Nous sommes de cœur avec vous. Vive le président Cellou Dalein, c'est un militant de l'UFDG donc qui nous écrit. Nous continuons cette émission. Jacques Lewaleno, on a écouté Joachim Baba Milimono dans la première partie de cette émission. On m'apprend qu'il est d'ailleurs en direct. Oui, Joachim, moi je vais vous prendre sur les derniers mots. Vous avez dit que vous allez continuer à vous battre pour faire admettre cette victoire de Cellou Dalein Diallo. Mais si ce combat n'aboutissait pas, qu'il n'y avait aucun mal à ce qu'on puisse se projeter sur l'avenir. Maintenant, pourquoi vous semblez dire que les journalistes n'ont pas cherché? Pourtant, c'est seulement ce qui a été relayé par les médias. Non, écoutez, je dis ceci. Il y a une interview de 14 minutes. Alors, on n'analyse pas les éléments de toute l'interview, on s'approche à un bout de phrase. C'est ce que j'ai dénoncé dans un premier temps. Maintenant, dans le second temps, j'ai dit que nous continuerons à nous battre. Parce que pour être beaucoup plus complet sur la réponse de Cellou, il n'a pas seulement dit si mon parti me présente, je vais être candidat en 2025 ou 2026. Il a surtout dit, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Et c'est là les gens se disent, bon, il admet que cette fois-ci n'a pas été la bonne, donc il n'a pas été élu. Il se projette sur l'avenir. Non, attendez, il y a une nuance. Il reste clair que Cellou Dalein Diallo a été élu président de la République par les citoyens guinéens. Le scrutin du 18 octobre, il est sorti vainqueur. Nous continuerons à nous battre pour que cette victoire lui soit restituée, parce qu'aujourd'hui, elle lui a été volée. Et c'est même pas à lui, c'est au peuple qu'on a volé la victoire. Vous comprenez? Nous ne reconnaîtrons jamais Alpha Condé comme président de la République, parce que cette fois, il n'a pas été élu. C'est clair, au moins c'est clair. Maintenant, Cellou Dalein l'a dit lors de l'ouverture de la campagne, dans son discours d'ouverture de campagne, dans son discours de clôture de campagne, et même dans cette interview, il l'a dit, il est vainqueur, il met un point d'honneur à rétablir la Constitution de 2010. Lorsqu'il est élu, lorsqu'on lui permet de gérer, il fait en sorte que la Constitution de 2010 soit rétablie avec des améliorations à y apporter. Et c'est en cela qu'il a dit
qu'il est prêt à être candidat, vous comprenez, que ce soit en 2025 ou en 2026. Maintenant, le fait de ne pas reconnaître Alpha Condé comme président de la République et de reconnaître Al-Cellou Dalein comme président de la République, s'il est candidat en 2025 ou en 2026, ça dépend du calendrier. Vous comprenez? Voilà, monsieur Joachim. Attendez, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on reconnaît la Constitution du 22 mars. Par contre, le calendrier électoral, il peut varier selon les conjonctures, selon les événements qui peuvent arriver. Maintenant, si Cellou bénéficie à nouveau de la confiance du parti, parce que chez nous, c'est au moins d'une investiture. Alors, monsieur Joachim, on voit toute la gymnastique que vous faites pour vouloir justifier, expliquer les propos de Cellou, alors qu'ils sont assez clairs. La question de la journaliste a été précise, monsieur Joachim. Je reprends mot par mot la question pour que vous la compreniez mieux. Est-ce qu'un dialogue politique est possible pour une sortie de crise? C'était votre troisième candidature contre Alpha Condé. Est-ce que vous serez candidat en 2025? C'est la question de la journaliste. Derrière, Cellou a répondu clairement. Où se situe l'ambiguïté ou la mauvaise interprétation des propos de Cellou? Je ne comprends absolument rien de vos propos ce matin. Des mots à Samantha qui n'a pas dit qu'il s'agissait d'une candidature contre Alpha Condé. Elle a simplement posé la question, est-ce que vous serez candidat en 2026? Attention, et il ne s'agit pas de gymnastie là. Ce que vous ne comprenez pas. Joachim, je ne crois pas qu'on ait les mêmes, interviews, parce que l'interview que je possède, on peut la mettre à l'antenne, on va tous l'écouter, mais elle est très claire, la journaliste. Pourquoi vouloir édulcorer la chose alors que la question a été précise? Cellou hier a fait 2 tweets dans lesquels il a semblé se tromper. Dans un premier temps, il tweete en indiquant 2026. Par après, il fait un deuxième tweet où il indique 2025. On constate largement qu'il y a une certaine panique du côté qu'on appelle du président de l'UFDG. On a l'impression que Cellou ne semble pas contrôler sa communication. Et on vous accuse, vous qui êtes autour de lui, de ne pas largement jouer votre rôle. Écoutez, pour les uns, le bon rôle du coordinateur, c'est d'être tout le temps dans les médias. Ce n'est pas ma façon de voir le management. Ma façon de voir la communication, c'est de l'organiser et de mettre les gens dans les médias et communiquer. Donc ça, ce n'est pas le sujet du jour. Ce que j'ai à vous dire, la question, elle a été posée par la journaliste et le président Cellou Dalein Diallo a répondu de façon claire. D'ailleurs, il n'était pas obligé de répondre à la question. Mais, vous savez, c'est un homme qui est sincère, qui est honnête. Et donc, dans son honnêteté, dans sa sincérité, il a répondu clairement que si jamais il a longévité, si il a bon... Joachim, soit vous assumez, vous qui êtes de la cellule de communication, que vous n'avez pas joué votre rôle, ou vous admettez que Cellou n'a pas suivi vos conseils, mais vous ne pouvez pas vous acharner contre les journalistes qui n'ont relayé que ce qu'ils ont entendu dans la presse. Et ce n'est pas pour la première fois que les sorties de Cellou suscitent beaucoup de réactions. Et après, vous revenez pour corriger. Écoutez, Jacques, Cellou Dalein Diallo a gagné l'élection du 18 octobre. Nous considérons qu'il est président. Nous ne reconnaîtrons pas Alpha Condé comme président de la République. Que ce soit clair. Que ce soit clair pour tout le monde. Maintenant, si en 2025 ou en 2026, il bénéficie à nouveau de la confiance du parti, eh bien, il sera candidat pour un deuxième mandat, candidat à sa propre succession. Et je vais vous dire, Alpha Condé ne continuera pas à gouverner comme il le gouverne aujourd'hui. Voilà, monsieur Joachim, la question... Dernière question, voilà, la question n'est pas là. Là où on veut ramener. Hier, monsieur Cellou Dalein Diallo a eu bien entendu cette opportunité. Quand la question de la journaliste lui était venue, il pouvait répondre bien entendu en lui disant, aujourd'hui, notre priorité, ce n'est pas pour une prochaine candidature, mais c'est de se battre pour faire reconnaître notre victoire. Et c'est justement ce que nous reprochons à sa communication. Mais écoutez, vous n'avez pas à dicter comment les gens devaient communiquer. Nous avons une ligne que nous respectons. Nous avons des objectifs et qui ne sont pas les vôtres. Et nos objectifs, nous les défendons. Donc la communication a été bien préparée en amont. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous pensez que Cellou Dalein s'est levé comme ça un matin et puis d'aller s'asseoir devant... Parce qu'on vous accuse d'avoir fauté, vous de la cellule de communication. Non, mais il est bien évident et aussi clair que Cellou Dalein ne s'est pas levé le matin pour aller répondre à l'appel de Samantha. C'est une émission qui a été préparée. Ses propos sont conformes et il n'y a aucune incohérence. Je trouve simplement qu'il y a des journalistes qui ne font pas le bon boulot. Je ne dis pas tout le monde, mais je trouve qu'il y en a qui ne font pas le bon boulot parce que l'interview de Cellou Dalein Diallo, encore une fois, je répète qu'elle a duré 14 minutes et
Et dans les 14 minutes, des sujets assez sérieux ont été abordés, notamment ce qu'il attend de la France et de l'Union européenne, sa façon de voir les choses et tout ça. Maintenant, que l'on s'accroche à ce bout de phrase, parce que simplement il a dit, et il espère que cette fois sera la bonne, évidemment, nous espérons tous que les prochaines fois seront les bonnes, parce qu'en réalité, cette fois, il y a un échec collectif là qu'il faut admettre. L'échec collectif, c'est quoi? C'est que le peuple de Guinée n'a pas su défendre sa victoire. C'est ça la vérité. Cellou Dalein Diallo a été élu président. Aujourd'hui, nous nous battons pour faire admettre cette victoire-là, pour le faire gouverner en réalité. Mais que fait le reste du peuple? Bien. Nous avons les autres. Nous avons le FNDC d'un côté, nous avons des militants d'une transition de l'autre côté. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui veut effectivement l'alternance, mais pas avec Cellou Dalein Diallo. Merci. Merci Joachim Baba Milimono. On aimerait bien continuer avec vous, mais nous sommes malheureusement pris par le temps. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Joachim, qui sans se rendre compte, vient de clore le débat. Il vient carrément de plomber son parti parce que à la fin, il reconnaît qu'il y a un échec, qu'on n'a pas pu obtenir ce qui a longtemps été recherché. Il parle de l'ensemble du peuple de Guinée qui a échoué parce que selon lui, le peuple n'a pas su défendre sa victoire. Sa victoire, c'est qui indique clairement que cette victoire réclamée n'a pas été obtenue. De l'autre côté, Joachim qui semble accuser les journalistes d'avoir dénaturé les propos de Cellou, chose que je ne comprends pas du tout. Parce que Cellou était libre de répondre à la question de la journaliste ou pas. Il n'était pas obligé, on ne lui a pas mis le couteau autour du cou pour répondre à la question. Lorsqu'il y a une faute commise, mais la moindre des choses en tant qu'humain, c'est d'admettre qu'on a commis une erreur. Mais ne pas revenir derrière et vouloir prendre les gens pour, des dupes. Cellou a fait 2 tweets hier à polémique. Un premier tweet dans lequel il dit qu'il a été mal compris dans sa communication dans la presse, où il indique qu'en 2026, c'est pour un second mandat en tant que président. Mais Cellou n'est pas chef d'État en Guinée, pour l'instant. Selon les lois de la République, selon les institutions habilitées à indiquer qui est président, Alpha Condé a été désigné président de la République. Cellou, à ce jour, est pour l'instant en train de réclamer une victoire qui ne lui est pas encore reconnue. Je me dis qu'hier, il faut dire clairement que Cellou est passé à côté de sa communication et Joachim, ce matin, en voulant le défendre, a carrément, il est passé à côté il n'a pas su défendre son leader. Et je me dis qu'il n'aurait pas dû parler simplement. Dans la réponse de Cellou, madame, il aurait dû se taire. Je ne veux pas être long. Dans la réponse de Cellou, il y a quand même beaucoup d'éléments. Il dit il n'a pas pu me battre dans les urnes. Bon, quoi qu'on peut remettre, il peut remettre en cause la victoire d'Alpha, mais le fait de dire seulement il n'a pas pu me battre dans les urnes, cela veut reconnaître tacitement que le monsieur il est installé à Sékou Touré. Et puis pour 2026, il dit cette fois-ci, j'espère que ça sera la bonne. Moi, je vais le redire très clair. Je l'ai dit déjà à Joachim, mais je répète. Je crois qu'il y a 2 choses. Soit la cellule de communication ne joue pas bien son rôle à Cellou de tirer ses conséquences, ou alors Cellou n'accepte pas les conseils de sa cellule de communication, qu'il se remette en cause parce que les bourdes de Cellou, pendant toute cette période de lutte du FNDC, on en a enregistré plusieurs et à chaque fois on est revenu pour corriger, sauf que ça n'a toujours pas marché. Jacques Lewa Leno, sans transition, donc nous partons avec cet autre sujet, l'humanité qui a célébré ce jeudi 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec un handicap, une couche vulnérable qui est quelquefois réduite à la mendicité, une idée qui s'enracine dans l'opinion et oblige ces personnes à s'exclure elles-mêmes de l'ensemble. Quel est l'impact du regard de la communauté sur ces personnes vivant avec le handicap? Est-il une fatalité? Comment inverser la tendance? Nous avons justement en direct Daouda Mohamed Kamara, Madame Ousmane Afia Diallo, elle est économiste. Les grandes gueules. Ousmane Afia Diallo, bonjour. Je pense qu'on a perdu notre interlocutrice qui va certainement revenir. Vous avez suivi l'actualité. Hier, c'était le 3 décembre, la journée internationale des personnes vivant avec le handicap, CAPS.
Donc, ce qu'il faut ressortir là-dedans, qui est important à préciser, le plus grand handicap dont peut vivre un être humain, c'est un handicap au niveau mental. Quand l'handicap n'est pas au niveau mental, on ne peut pas se remettre derrière ces handicaps-là pour dire à cause d'un handicap physique, je ne peux pas faire un certain nombre de choses. Et pour rappeler, on a vu le cas de la dame Hélène qui, à un moment donné, était non seulement elle était muette, elle était aveugle et elle était sourde. Mais aujourd'hui, l'humanité retient d'elle qu'elle a pu publier 12 livres. Et donc, comme pour dire qu'il y en a beaucoup d'autres exemples de personnes qui sont porteuses d'handicap, mais malgré ces faits-là, ces gens réussissent quand même à s'en sortir. Tel est le cas de la dame Ousmane. Madame Ousmane Afia Diallo qui revient. Bonjour, madame. Bonjour, Madame Miro. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Alors, nous avons tenu à parler avec vous justement parce que la question se pose. Les personnes handicapées sont souvent stigmatisées dans la société, ce qui les pousse d'ailleurs à accepter d'être dans leur coin. Certaines personnes même vivent de mendicité. Vous avez vécu une expérience douloureuse. Vous avez vécu une expérience douloureuse dans votre enfance et vous vivez d'ailleurs avec cela aujourd'hui. Partagez un peu votre expérience avec nous. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier votre équipe de m'avoir donné la parole à l'occasion donc de la célébration de cette journée. Et surtout aussi remercier les leaders qui ont institué donc la célébration de cette journée parce que nous, handicapés, on sent qu'on n'est pas oubliés, qu'on fait partie intégrante de la société. Donc, en ce qui me concerne, Madame Niero, je voudrais vous dire tout simplement que je ne suis pas née avec ce handicap. Ceci est arrivé quand j'avais 6 ans. J'étais allée en vacances chez mes grands-parents et au village pour apprendre donc les coutumes, les traditions et tout. Donc, là-bas, je suis tombée malade. Je suis tombée malade d'un accès palustre et ma grand-mère m'a amenée à l'hôpital. Donc, elle m'amène à l'hôpital. L'infirmier qui était là, donc, me fait une injection d'une piqûre cuneiforme et malheureusement pour moi, il a touché mon nerf sciatique et le produit qu'il m'a injecté était périmé. Donc, directement, donc, j'ai été paralysée. Mais, donc, ma grand-mère a alerté mes parents. Alors, c'est vrai, vous n'êtes pas né avec. Finalement, une erreur médicale qui vous a mis dans une telle prédisposition. Vous avez tout notre soutien moral. Alors vous, souvent en Afrique ou dans certaines entités, lorsqu'on a ce handicap-là, on préfère aller vers la mendicité. Vous n'avez pas opté pour cette opération. Vous avez décidé de vous battre. Est-ce que vous pouvez partager avec nous cette expérience qui peut aujourd'hui être une source d'inspiration pour ceux-là qui nous écoutent? Ok. Moi, je pense que les parents ont un rôle primordial, ont un rôle essentiel à jouer dans ce cas. Donc, moi, j'ai été paralysée très tôt. Donc, j'ai perdu 3 ans d'école primaire. Mais mes parents n'ont pas baissé les bras. Ils m'ont amenée dans des institutions médicales, au bateau Hop à l'époque. Donc, ils m'ont mis dans le bateau Hop où j'ai commencé les traitements. Et après, quand le bateau Hop est parti, ils m'ont amené au service orthopédique de l'hôpital Donka pour me faire opérer. Donc, c'est dire que donc les parents d'abord, ensuite, les éducateurs, c'est-à-dire les enseignants qui sont dans les écoles, dans les écoles où il y a des personnes handicapées, des petits-enfants vivant avec le handicap. Il faut essayer de les rassurer, il faut essayer de les aider. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu la chance de vivre dans une famille d'instituteurs. Mon papa était instituteur, ma maman était institutrice, mes soeurs et mes frères étaient là pour m'aider. Donc, je pense qu'une fois que l'enfant est rassuré, l'enfant est entouré de toute l'attention, de toute l'affection, de l'amour qu'il faut, je pense qu'il peut réussir. Et il faut l'aider aussi l'enfant rêve. Il faut l'aider à réaliser son rêve, lui demander ce qu'il a envie de faire dans l'avenir et l'aider dans ce sens. Moi, je pense que c'est cette chose que j'ai eue. Et je pense que les parents devraient s'occuper des petits handicapés. Rapidement, madame, à part le regard de la communauté, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'État fait suffisamment pour l'intégration de ces personnes handicapées ici en Guinée? Bon, je sais qu'ils ont voté une loi au niveau de l'Assemblée. Donc, moi, je pense que c'est très bien cette loi, mais je pense qu'il faut faire davantage. Et une chose, c'est d'abord mettre
essayer donc de mettre les petits-enfants handicapés à l'école, c'est-à-dire rendre l'enseignement obligatoire au niveau des petits handicapés. Allez les chercher, les mettre à l'école et développer des programmes d'enseignement, développer surtout des programmes de sensibilisation au niveau des écoles. Donc, leur dire que le handicap n'est pas une fatalité. Ils peuvent réussir. Surtout, et sensibiliser aussi les enfants, les petits-enfants qui sont avec eux. Parce que vous savez, quand on porte un handicap, c'est très difficile, madame. On a un regard, quelquefois un regard de pitié pour certains, un regard d'étonnement pour d'autres, ou un regard de moquerie. Donc, c'est ce qu'il faut éviter, parce que les enfants, quand ils sont là, d'abord, ils sont très timides. Ils sont très timides parce qu'ils pensent que c'est une malédiction pour eux, ou bien ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Et aux parents de les rassurer, aux éducateurs de les aider, et ensuite aux petits amis de les entourer de tout. Bien. Vous faites partie de nous, allons-y ensemble. Espérons donc que ce message tombe dans de bonnes oreilles. Merci, Madame Ousmane Afia Diallo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous et encore une fois, merci à tous ceux qui ont eu confiance en moi, qui m'ont aidé, mes parents, mes amis, mes patrons aujourd'hui qui m'ont fait confiance et qui m'ont confié des responsabilités à un niveau très élevé. Très bonne journée à vous. Sans transition, nous partons donc d'Aouda Mohamed avec ce prix. Lamine Guirassi vient de remporter un nouveau prix dans le paysage médiatique africain. D'abord, le premier mot, bravo à Lamine Guirassi. Et je crois que ce n'est pas une surprise. Lamine Guirassi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quand même quelqu'un qui se lève tôt et qui se couche tard, qui est là avant ses employés, qui quitte après ses employés. On en sait encore avec d'autres qui ne sont jamais aux côtés de leurs employés. Mais Lamine, c'est d'abord le patron, mais aussi l'acteur et l'employé lui-même. Alors, lorsque un prix lui est dédié, je crois qu'il faut aujourd'hui reconnaître que ce n'est pas une surprise, c'est juste une reconnaissance et nous souhaitons encore qu'il y ait davantage de prix pour reconnaître tout ce qu'il fait aujourd'hui. Il faut préciser que le prix est donné par l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Le prix, c'est meilleur patron de presse privé d'Afrique de l'Ouest francophone 2020. La remise est prévue le 19 décembre en Côte d'Ivoire. Caps, vous avez également suivi cette actualité rapidement. Voilà, donc comme le disait Daouda, félicitations à M. Lamine Guirassi. Et moi, le message rapide que j'ai envie de lancer, je veux que cet exemple de M. Guirassi inspire la diaspora guinéenne pour qu'ils se disent aussi qu'à l'image de Lamine, on peut aussi rentrer en Guinée et investir chez nous pour pouvoir faire profiter la communauté guinéenne de ces investissements-là. Antoine, rapidement. Ils ont déjà rappelé les mots pour dire qui est Lamine. Ce serait passer toute une émission ensemble, juste dire que ce prix il est amplement mérité. Lamine Guirassi, c'est l'ouvrier. Il le dit très souvent, il est l'homme des vrais gens, il est toujours aux côtés du bas peuple. Et s'il remporte un prix en tant que meilleur patron de médias privés en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas meilleur patron pour remporter ce prix-là que lui. Ouais, c'est ton patron. Pas que ça, c'est un prix mérité. Oui, ça, il faut le dire. Même de loin, quand même, il y a des regards qui sont portés sur Lamine. Aujourd'hui, allez-y sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on parle de Lamine, on ne le dit pas par convenance. Et voilà une personne qui pratiquement fait l'unanimité dans le pays aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Il a été une source d'inspiration pour beaucoup de générations. Moi, je pense que ce prix-là, il le mérite. Et je crois, s'il a la santé et une longue vie, je pense qu'il va continuer à multiplier ces genres de prix. À inspirer d'autres générations. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, vous avez un homme sur qui compter. Et c'est une chance pour la Guinée, pas que pour les médias. Et Jacques, on va clôturer avec cet autre sujet. Bon, permettez-moi quand même de dire que tu joues ta partition à Lamine Guirassi. Et puis, je crois que dans la lettre qui lui a été envoyée, on a surtout parlé de cette implantation sur le territoire national, mais aussi de cette émission dans laquelle nous participons. L'émission est regardée de loin, donc à loin du pays. Et bien entendu, les appréciations sont portées, donc quelque chose qu'il faut mentionner aussi. Donc, Richard Guiravogui, nous parlions de lui hier ici. Le pauvre. Parce que il a osé dénoncer le laxisme du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui s'est transporté. L'occupation des bordures de mer. De mer.
Les ministres, personne ne les a obligés. Ils ont été à 3. Le ministre de la ville, le ministre de l'environnement, le ministre des pêches. Ils ont dit ici, il ne faut pas toucher. Ils ont délimité, il ne faut pas que les travaux continuent. Après une année, les travaux reprennent là-bas. Un cadre du ministère de l'Environnement revient pour dénoncer cette pratique. Et le silence des 3 départements sur cette situation. Et puis on le suspend de ses fonctions. Et c'est-à-dire qu'on laisse le mal prospérer. Et celui qui veut combattre le mal, c'est lui qui est sanctionné et non ceux qui sont en train de perpétuer le mal, surtout sur les domaines publics maritimes dont l'occupation fait connaître des conséquences mais assez dramatiques pour notre capitale. 30 secondes, justement, je veux tout simplement dire une chose. Normalement, aujourd'hui, c'est le ministre de l'Habitat, celui de l'Environnement, qui devrait répondre. C'est pas le directeur adjoint de cet espace marin. Maintenant, si vous prenez le code de l'environnement, il est très clair, toute occupation, construction et installation sur le littoral, il faut l'autorisation spéciale du ministre de l'Habitat. Et après, avis du ministre de l'Environnement. Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont en train de s'installer aujourd'hui sur le littoral, ils ont tout simplement d'abord consulté le ministère de l'Environnement et ils ont le permis de construire qui a été décerné par le ministre de l'Habitat. Donc, ça veut dire tout simplement, voilà, les responsabilités sont indiquées. C'est ceux-là qui doivent répondre en lieu et place de ce monsieur qui est en train de faire son travail. Je pense qu'on a écouté hier à l'issue du Conseil des ministres, le président a demandé à ce que les départements concernés proposent un projet de loi à l'Assemblée nationale pour durcir la législation et éventuellement dans les jours qui vont suivre, ils vont commencer à déguerpir ceux-là qui occupent, disons, les caniveaux ou qui bloquent, en tout cas, la circulation de l'eau et éventuellement ceux qui occupent aussi le littoral. Maintenant, si cela est mis en application, je pense que c'est une bonne chose. Mais dans ce scénario-là, c'est le ministre surtout de l'Habitat qui doit répondre parce que c'est lui qui donne les permis de construire et ces installations ne sont pas des activités d'intérêt national. C'est purement particulier, c'est des ministres qui occupent, c'est des opérateurs économiques qui occupent et c'est le ministre de l'Habitat qui donne les permis de conduire. C'est lui aujourd'hui à cet appel, pas ce monsieur qui fait son travail. Quand l'injustice prend le dessus sur le juste, c'est cela aussi la Guinée. Merci à tous les 5. Merci d'avoir participé à cet autre numéro des Grandes Gueules. Merci à Vladimir Poutine du côté de la régie, Nala Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, Mamoudou Kondé. Merci à Amadou Sow qui a piloté cette émission du côté de la radio. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à l'international. Le lundi, vous aurez à cette même place Lamine Girassi, le Turbo. Félicitations à lui en tout cas pour cet autre prix à l'international. Merci à vous tous parce que tout ceci arrive grâce à vous. Vous faites de nous ce que nous sommes. Merci de votre fidélité.